Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du Bitcoin, pour faire précisément l'analyse long terme du Bitcoin. Ça fait un certain moment que j'ai pas partagé mes prévisions sur le Bitcoin et ça va être l'occasion de faire la mise à jour finalement des analyses que j'ai pu partager euh, durant depuis 2020, donc sur le Bitcoin, finalement, c'est rien d'autre qu'une continuité de ce qu'on a pu partager ici, hein. Donc souvenez-vous, en 2022, quand le Bitcoin explose, alors bien sûr qu'on était là, à ce niveau-là, on partageait. Donc avec toute l'équipe Killer USD, on partageait. À l'époque, ça s'appelait pas comme ça, mais bon, l'équipe n'a pas changé finalement. Et on était là aussi en 2022, lors du sommet de 2022, pour anticiper la baisse. Et je me souviens que à ce niveau-là, très peu de personnes avaient réussi à anticiper la baisse, tellement le marché était omnubilé par la hausse, par l'euphorie. On avait vraiment quasiment tout le monde sur le marché qui était haussier. Et puis finalement, bah, on a eu une période de dépression assez courte en réalité, hein, parce que ça n'a duré qu'un an, mais qui a été une excellente opportunité de réinvestir, de replacer ses pions correctement. Et beaucoup de personnes, malheureusement, n'ont pas pu le faire parce qu'ils étaient encore une fois bloqués dans leur schéma de pensée, hein. Donc à ce niveau-là, par exemple, je peux vous dire que déjà, la majorité du marché avait déjà perdu la majorité de son argent. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle ça une dépression, hein. Très souvent, ce qui se passe dans une dépression, c'est très simple, hein, c'est une véritable dépression. C'est une dépression en réalité individuelle qui se transforme en dépression collective. Vu que tout le monde est déprimé individuellement, ça va se transformer en une dépression collective. Et donc sur le marché, ça va se transformer finalement en baisse, hein. Mais donc il faut bien comprendre pourquoi est-ce qu'on appelle ça une dépression. Parce que tout le monde voit son portefeuille être réduit de 30%, de 50% très rapidement. Et donc, ben, c'est des espérances qui disparaissent, c'est parfois des gens qui sont endettés, des gens qui vont mal gérer, etc. Le plus important à comprendre quand tu investis sur du long terme, c'est que gérer les hausses, c'est très facile. C'est très facile. Et gérer les hausses, ça te permet, en fait, si tu gères correctement la hausse, si tu prends assez de TP, si tu prends assez de profit, ça te permet d'être tranquille pendant la baisse et de gérer correctement la baisse. Et par contre, gérer la baisse, c'est un petit peu plus compliqué. C'est un véritable défi, hein. Je peux te dire que ici, 99% des gens, quand ils sont arrivés ici, ils y croyaient plus du tout. Et ils avaient plus du tout d'argent. Pourquoi? Parce que durant la baisse, ils ont systématiquement mal réinvesti, mal géré leur portefeuille. Donc, être dans le bon sens, ça ne suffit pas. Être haussier quand ça augmente, ça ne suffit pas. La gestion du portefeuille est une partie trop importante donc du trading. Et donc notamment, bah là, c'était quasiment que de la gestion. Et c'est comme ça que finalement, bah, les meilleurs s'en sortent, hein. Donc moi, ce que j'avais partagé à la communauté, j'avais dit, moi, je rachète tous les 5 000 $. Donc à partir de ce niveau-là, où on avait finalement, donc à partir de ce niveau-là, où on avait finalement bah, la cassure du précédent plus bas, donc techniquement on était en tendance baissière. Donc à partir de ce niveau-là, j'ai commencé à acheter tous les 5 000 $, donc jusqu'aux 15 000 $. Alors pourquoi les 5 000 $? C'était pas dû au hasard, hein, j'ai simplement pris le Fibonacci, donc voilà, ça correspond plus ou moins à approximativement tous les 5 000 $. Mais en plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi ce qu'on appelle les niveaux psychologiques, les niveaux de chiffres ronds, qui sont des niveaux psychologiques très importants, hein. Donc moi, j'ai un petit peu fait le mix des deux, c'est-à-dire j'ai pris les niveaux de Fibonacci et en même temps les niveaux, les chiffres ronds, donc les niveaux les plus importants psychologiquement. Donc ça n'a pas enfin, ça ne m'a pas trahi vu que, bah, finalement, voilà, on s'est arrêté quasiment pile sur les 15 000 $. Donc maintenant, c'est qu'une question de gestion. Alors bien sûr, jamais tout mettre au même niveau parce que le marché peut continuer de baisser et comme on dit, on rattrape pas un couteau qui tombe, on le laisse tomber et c'est à partir de ce moment qu'on le rattrape. Mais mettre des tout simplement des parties de son portefeuille à chaque fois en réinvestissement, en rechargement, je pense que c'est la chose la plus prudente qu'il fallait faire. Et beaucoup ne l'ont pas fait, donc finalement ils rentrent dans l'euphorie et quand ils se retrouvent ici, hein, donc quand ils se retrouvent à ce niveau-là, ils oublient que bah, une baisse comme ça peut durer un an et ça peut faire très mal à ton portefeuille. Donc là, déjà, de par l'augmentation qu'on a eue, très clairement, c'est le moment où on doit être prudent. Alors oui,
on est toujours haussier, ça c'est évident. On a les moyennes mobiles qui sont haussières, on est toujours dans une config dans une théorie de dos haussière, hein, vu que les creux et les sommets sont de plus en plus hauts, donc on est clairement en tendance haussière. Maintenant, on constate un ralentissement assez flagrant, hein, donc qui prend la forme d'un rising wedge, hein, on va l'afficher juste ici. Donc on a un rising wedge qui s'est formé. Alors c'est quoi un rising wedge? C'est une figure de retournement baissier. Et c'est donc une figure qui nous indique de fortes probabilités de baisse si elle est cassée. Donc il y a cette condition. Alors tant qu'elle n'est pas cassée, on reste haussier, hein, mais si jamais on a une cassure, donc notamment de ce niveau-là, eh bien on aura beaucoup plus de probabilités d'avoir une baisse que de poursuivre la hausse. Et de toute manière, donc le ralentissement est assez visible, hein. Si on prend la différence entre, tout simplement, on va le faire, hein, donc si on prend la différence entre ce sommet, donc 71 000 à 110 000 quasiment, donc on a une augmentation de 53%. Si on prend cette différence, hein, des deux derniers sommets, on monte des 110 000 à 123 000. Donc on a une augmentation de 15%. Donc on voit que l'augmentation ralentit, hein, donc on a une augmentation qui ralentit. Mais en plus de ça, on a le RSI qui nous l'indique. Donc si je regarde le RSI, on a très clairement une divergence baissière. Divergence baissière qui indique un ralentissement donc de la force du mouvement et donc potentiellement un retournement. Donc c'est juste après le ralentissement généralement qu'on a un potentiel retournement. Ah, quand on n'a pas de ralentissement, généralement on est en plein momentum haussier et donc c'est totalement c'est totalement haussier, hein. Donc si on regarde juste ici, on est en pleine accélération, donc c'est haussier. Si on regarde ici, pareil, hein. Donc si ce qui nous intéresse, et je vais mettre en voilà, logarithme, voilà. Donc ce qui nous intéresse, c'est la donc euh, donc c'est la configuration, hein, de cette baisse qui va être vraiment très intéressante. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est notamment le Fear Value Gap qu'on trouve juste ici, hein. Donc on a différentes choses, convergence de signaux sur ce niveau-là, hein. Donc on a le Fear Value Gap, donc on est au niveau des 80, allez, on peut dire 96 000, 95 000. En réalité, on dirait plutôt les 100 000 dollars. Donc autour des 100 000 dollars, on a un Fear Value Gap assez important. Alors un Fear Value Gap, qu'est-ce que ça nous indique? Ça nous indique qu'à ce niveau-là, on a eu une petite concentration d'investisseurs, donc un petit nombre d'investisseurs qui ont investi beaucoup d'argent en très peu de temps. Donc voilà ce que ça nous indique. Ça nous donne trois informations. Un très, très petit nombre d'investisseurs, beaucoup de volume, très peu de temps. Et donc c'est très intéressant à prendre en compte parce que à partir de ce niveau-là, on peut déjà déterminer les potentielles actions que les institutionnels vont faire. Donc là, on est d'accord qu'on parle d'institutionnels. Si c'est un petit nombre de personnes qui achètent de grandes quantités en très peu de temps, c'est pas des particuliers, c'est des investisseurs institutionnels. Et donc à ce niveau-là, on aura donc un niveau très 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 important. Mais en plus de ça, ça correspond donc à la cassure donc du rising wedge, donc ça correspond à l'oblique finalement, hein, donc le support oblique du rising wedge et à la cassure de la moyenne mobile de 61. Alors autant la moyenne mobile de 21, elle se casse régulièrement, on peut le voir juste ici, et quand elle se casse, la moyenne mobile de 21 n'indique pas forcément un retournement. Par contre, celle de 61, ça nous indique quand même qu'on est euh, au mieux dans un ralentissement, au pire ou au mieux, hein, ça dépend si tu l'as anticipé ou pas, on est dans un retournement. Donc ça va être ce niveau-là, vraiment le plus important. Il faut retenir les 100 000 dollars. Alors bien sûr, à court terme, on aura d'autres niveaux, hein. Donc comme j'ai expliqué, la moyenne mobile de 21, très court terme, on pourra l'exploiter, que ça soit à l'achat ou que ça soit sur une cassure à la baisse. Mais le grand niveau, là, pour l'instant, à moyen terme, ça va être ce Fear Value Gap. Et ça va être le niveau qui va nous indiquer aussi le long terme, hein, parce que si ce niveau est cassé, dans ce cas-là, on rentre dans une configuration baissière. Donc si ce niveau est cassé, on a beaucoup plus de chances d'aller chercher l'objectif donc du Raising Wedge, hein, et selon finalement que je me suis mis en logarithme ou en arithmétique, donc on a une légère différence, hein, mais bon, jusqu'ici rien d'anormal. Donc on a une légère différence. Moi je vais rester en logarithmique parce que ça me correspond beaucoup plus. Mais donc on a
une figure légèrement différente, un niveau légèrement différent, mais finalement, on peut donner ce niveau donc des 100 000 dollars. Donc si on a la cassure, on peut calculer donc le, le mouvement probable, donc en tout cas l'objectif théorique de cette figure. Et l'objectif théorique donc, nous indique moins 50%. Donc on pourrait dire, donc si on part des 50 000, des 100 000 dollars, on pourrait dire que donc l'objectif théorique serait donc autour des 50 000 dollars. Et donc on voit qu'on a un creux juste ici, hein, donc on a un creux, un plus bas. Et donc ça serait vraiment très intéressant de voir finalement la réaction du marché à ce niveau-là, parce qu'en soi, bah, on reste sur des retracements relativement corrects, hein. C'est juste que avec le bitcoin, ben, les gens s'imaginent toujours que c'est tout le temps haussier. Comme tout actif, il va retracer, il va revenir sur les précédents sommets. C'est quasiment une certitude. Et dans un marché comme ça, tout le monde l'oublie. Tout le monde oublie j'ai envie de dire, cette évidence. C'est une évidence. Et quand un graphique fait du 200% en très peu de temps, bah, retracer 50%, c'est totalement OK, c'est totalement correct. Donc ça serait même pas, si vous voulez, ça serait même pas le pire scénario. Le pire scénario, bon, je pense qu'on va pas en parler ici, hein. Déjà que là, je vais mettre beaucoup de gens à dos. Il y a beaucoup de gens qui vont me dire, mais tu racontes n'importe quoi, t'es nul. Voilà, si vous voulez, les faits, ils sont têtus, les amis. Les faits, ils sont têtus. Moi, je donne pas forcément mon avis là, je partage des faits. On a un Rising Witch, c'est un fait. Ok, on a une divergence RSI, c'est un fait. On a des volumes qui baissent depuis novembre 2024, c'est un fait. Donc la tendance des volumes, hein, on n'en a pas encore parlé, mais elle est baissière depuis novembre 2024. Donc novembre 2024, c'est l'élection de Trump. Donc souvenez-vous ce qui s'est passé. Il y a eu le gros boom avec le Bitcoin, suite au projet donc du gouvernement de faire une réserve fédérale de Bitcoin. Mais en même temps, il y avait eu l'histoire avec le Trump Coin, le Melania Coin. Et donc ça avait bouffé beaucoup de liquidités, hein, parce que beaucoup de personnes se sont fait avoir, hein. Et puis par la suite, il y a eu d'autres opportunités de se faire avoir. Et donc là, on est potentiellement justement, bah, finalement on n'est jamais revenu. Déjà, on n'est jamais revenu sur les niveaux de volume de novembre 2024. Donc à partir de ce pic, on n'est jamais revenu sur ces niveaux, mais en plus de ça, les volumes ont totalement chuté. Et là, on est sur des niveaux où bah, clairement les investisseurs sont en train d'avoir peur. Ils sont pas sûrs et peut-être qu'ils attendent tout simplement. Ils attendent d'avoir de nouvelles données, notamment qu'on pourrait avoir. Donc rappelez-vous la réunion de la Fed qui va très certainement mener à une baisse des taux d'intérêt. Donc tout le marché est un petit peu en suspens actuellement et tout le monde s'attend à une baisse d'intérêt parce que la Fed l'a déjà annoncé lors de la réunion de Jackson Hole. Ils ont posé les conditions d'une possible baisse de taux et les conditions sont remplies. Et donc avec le rapport PPI d'hier, donc le rapport des prix à la production qu'on a eu, qui est largement en dessous des prévisions, c'est-à-dire l'inflation sur les prix à la production est largement en dessous des prévisions. Et donc ben, ça, c'est un indicateur avancé de l'inflation. Et donc, ça nous indique que les conditions sont remplies pour que Powell baisse les taux. Et donc, ben, forcément, derrière, ben, ça crée une attente finalement par le marché. Mais je pense que une des choses que beaucoup de monde ignore, c'est justement cette complexité qu'on peut avoir sur les taux d'intérêt, entre différence entre taux réel, taux nominal, taux effectif. Et le marché, si vous voulez, ils n'ont pas la capacité de en tant que collectif, hein. Individuellement, on peut être tous très intelligents, mais en tant que collectif, généralement, le marché est toujours pris dans l'euphorie et il n'arrive pas à se concentrer plus de 30 secondes, hein. C'est-à-dire que c'est trop compliqué de rentrer dans ces détails-là. Et donc, c'est comme ça que la majorité des gens se font avoir, parce qu'ils écoutent le voisin, ils écoutent un sentiment de mouton, hein, ce qu'on appelle l'effet mouton, tout simplement, hein. Donc il y a un véritable effet de moutonnier, hein, j'ai dit l'effet mouton, vous m'avez compris. Donc l'effet moutonnier, donc un véritable effet moutonnier, c'est-à-dire il y en a un qui sort une ânerie, l'autre il écoute et ça se partage et ça se propage. Et la majorité du temps, les particuliers, c'est comme ça qu'ils vont investir sur les marchés. Ok, donc là, on a clairement une baisse des volumes. On a le prix le RSI qui diverge. Je vous ai donné donc les zones importantes. Alors bien sûr, on va quand même voir le scénario haussier. Et le scénario haussier reste quand même pour l'instant à privilégier. Pour l'instant. Pourquoi? Parce que on peut très bien revenir, donc combler le Fair Value Gap et repartir donc à la hausse. Donc ça peut être très bien finalement. On peut aller chercher de la liquidité donc sur ce niveau-là. Souvenez-vous
Donc ce niveau nous indique que les institutionnels ont agi donc à ce niveau-là. Donc deux possibilités. Ils pourraient soit recharger leur position à ce niveau-là, ou ils pourraient éventuellement changer de position, donc passer de l'achat à la vente sur ce niveau-là. Et donc dans ce cas-là, ça inversera le fair value gap, ça cassera l'oblique, ça cassera la moyenne mobile et logiquement, ça cassera aussi le triangle qu'on a sur le RSI et la zone de neutralité. Donc là, on aura vraiment convergence de signaux, 100%, c'est jamais 100%, mais là, on a une probabilité de 70 à 80% de chance d'avoir d'atteindre l'objectif théorique. Donc pour l'instant, on n'y est pas. Pour l'instant, on reste donc haussier et on a toujours cette probabilité qui reste la plus importante pour l'instant, donc de venir combler le fair value gap et de repartir à la hausse. Mais très clairement, tant qu'on n'a pas une véritable reprise sur le fair value gap ou hein, vraiment le deuxième élément qui va nous indiquer clairement, sans aucun doute, une poursuite de la hausse, c'est la cassure de ce précédent sommet. La cassure de ce précédent sommet et la cassure de la divergence. Donc là, ça serait à l'évidence totalement haussier. Mais tant qu'on n'a pas ni l'un ni l'autre, le risque baissier reste présent. Et donc vraiment l'élément qui va nous faire basculer à la baisse, c'est la cassure donc de ce niveau-là. Pour l'instant, on n'y est pas, mais on a quand même pas mal d'indicateurs qui commencent à converger vers la baisse. Alors, chose importante à comprendre, c'est que donc on aura les taux qui vont potentiellement baisser. Mais une chose que le prix comprend très mal, c'est souvent la différence entre le taux nominal, le taux effectif et le taux réel. Alors le taux nominal, c'est le taux défini par la Fed. Le taux effectif, c'est celui qui s'affiche juste là. Donc là, en l'occurrence, il est déjà plus bas que le taux nominal. Le taux nominal est à 4,25, 4,50. Donc on est déjà à 50, entre 25 et 50 points de base, hein, c'est des tranches, hein, mais on est déjà 50 points de base en dessous du taux nominal. Donc si jamais le taux nominal baisse et baissé par la Fed de moins de 50 points de base, je ne sais pas si je m'explique bien, mais si jamais on a une baisse inférieure à 50 points de base, finalement, ça changera strictement rien. En tout cas, sur les obligations d'État à 10 ans, ça changera strictement rien, vu qu'on a des taux qui sont donc des taux effectifs qui sont déjà plus bas que les taux nominaux. On va pas rentrer sur la question des taux réels, hein. Les taux réels, c'est rien d'autre que les taux moins l'inflation. Là, ça ne nous intéresse pas forcément. Mais déjà, on a déjà ce paradoxe, si vous voulez. Tout le monde s'attend à une baisse des taux parce que les taux nominaux vont baisser. Et donc tout le monde s'attend à ce qu'il y ait une baisse des taux sur les taux effectifs. Mais ce n'est pas forcément le cas. Regardez ce qui s'est passé quand la BCE, donc la Banque Centrale Européenne, a baissé les taux. Et ce décalage a été rattrapé. Finalement, on a eu un effet pervers où les taux ont même parfois augmenté. Donc les taux effectifs ont même parfois augmenté. Donc là, on pourrait très bien, par exemple, si le taux nominal baisse à 4,25 de 4 à 4,25, on pourrait très bien avoir une faible, par exemple, faible reprise haussière. C'est totalement possible. Et donc là, ça irait à l'encontre de la pensée collective du marché et ça pourrait justement provoquer une baisse justement sur le Bitcoin parce que je rappelle le rapport, hein, donc il y a une corrélation généralement qui est inversée. Donc quand les taux augmentent, les valeurs, donc les actifs risqués baissent. Quand les taux baissent, les actifs risqués augmentent. Donc ça, c'est, on va dire, la théorie, encore une fois. Mais dans la réalité, il y a toutes ces questions qui rentrent en jeu, donc notamment le taux nominal est différent du taux effectif, qui est lui-même différent du taux réel. Et c'est pour les gros institutionnels, c'est ça qui compte, c'est pas autre chose. C'est-à-dire c'est la rentabilité brute qui va compter. Donc si jamais le taux nominal baisse et que le taux effectif ne suit pas, finalement, on risque d'avoir une grosse panique. Je reviens rapidement sur mon graphique du Bitcoin. On risque d'avoir une très grosse panique et avoir un effet inverse, en fait. Avoir un effet inverse. Et donc, on pourrait éventuellement donc venir sur les niveaux donc qu'on a mentionnés juste ici, avoir peut-être une chasse au stop comme on pourrait dire, hein, donc de la soupe de tortue. On pourrait avoir donc juste ici donc une chasse au stop, ça serait possible et avant de reprendre une baisse. Mais dans tous les cas, je pense que, s'attendre à une augmentation assurée à cause de la baisse des taux nominaux, c'est une erreur. C'est une erreur stratégique parce que dans la réalité, les taux sont déjà plus bas que le taux nominal, donc ça va pas changer grand-chose.
Voilà les amis, j'espère que ces infos vont pouvoir vous servir. Ciao, ciao.